Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On est déjà une quarantaine de personnes et ça continue de monter. Donc, cette webconférence, c'est la 83e webconférence de la PCC. Aujourd'hui, le sujet, c'est mener une politique cyclable ambitieuse. Et donc, je suis accompagnée de trois personnes. On a donc Damien Glattard, qui est chef de projet mobilité active chez BL Evolution. Bonjour. Alizé Betch, qui viendra donc témoigner et qui est chargée de mission mobilité douce au parc naturel régional du Doubs-Horloger. Et Bonjour. Timothée Dirix, qui est consultant en mobilité active chez BL Evolution et qui se chargera, lui, de la gestion des questions-réponses. Bonjour à tous. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je suis Clara Nord, responsable événementielle pour la PCC et je suis la coordinatrice de cette webconférence. Avant de commencer, voici un bref aperçu de l'agenda. Donc, on va avoir donc une courte introduction suivie de la présentation de Damien, une première session de questions-réponses. On aura ensuite le témoignage d'Alizé et puis une deuxième session de questions-réponses euh, euh, voilà, qui conclura donc ensuite cette webconférence. Et très rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, depuis 2010, l'APCC représente et fédère les professionnels du conseil climat, énergie et environnement qui travaillent au quotidien avec les entreprises et les collectivités sur toutes les thématiques qui vont toucher à la transition environnementale, au changement climatique et à la mobilité durable. Et donc, on propose tout au long de l'année, de manière mensuelle, des webconférences pour répondre à l'une de nos missions qui est donc d'informer, d'expliquer, de donner des clés, de diffuser les bonnes pratiques aux organisations, aux collectivités aussi, sur les thématiques liées à la transition environnementale. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on se retrouve aujourd'hui. Et donc, pour les aspects logistiques maintenant, pour cette webconf, juste quelques points à noter avant de passer la parole aux intervenants. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R. Donc, c'est l'onglet questions-réponses. Ce sera plus facile pour nous et donc pour Timothée de les traiter dans cet endroit-là. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions dans cet onglet-là. Si vous avez cependant des commentaires à faire, si vous voulez ajouter des choses, envoyer des ressources, des liens, vous pouvez le faire pour le coup dans l'onglet discussion. Faites attention, vous pouvez soit envoyer un message seulement aux hôtes et panélistes qui correspondent donc aux conférenciers, ou alors à tout le monde si vous voulez que tout le monde voit votre message. Et donc vous êtes assez nombreux. Si jamais toutes les questions que vous posez n'obtiennent pas de réponse, vous aurez la possibilité de les recevoir a posteriori par écrit. Et donc, dernier point, les slides de présentation et le replay vous seront envoyés dès demain par mail et seront disponibles sur le site de la PCC. Donc, de ce pas, je passe la main donc à Damien et à Alizé pour cette webconférence et je vous retrouve dans 1h30. Merci Clara pour cette introduction. Donc bonjour à toutes et tous. Damien Glattard, chef de projet mobilité active chez BL Evolution. Euh, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse commencer. Et voilà. Hop. Donc normalement, vous voyez bien. Si jamais vous ne voyez pas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Mais a Tout priori, bon, on voit bien. c'est tout bon. Voilà, donc quelques petits mots d'introduction sur BL Evolution avant de rentrer dans le dur de la présentation. Donc, on est un cabinet de conseil en transition écologique et une société coopérative à mission. Ça fait un petit peu plus de 12 ans que l'entreprise existe. On est aujourd'hui un peu plus de 80 répartis sur différents bureaux. Les bureaux principaux étant à Paris. Ensuite, il y a d'autres bureaux en France. Moi, je suis basé à Grenoble et on a aussi également des bureaux à Lyon, Marseille et Rennes. Et donc, on travaille aussi bien avec les entreprises que les collectivités pour bah, voilà, les aider à accélérer la transition écologique. J'en dis pas plus et on va pouvoir rentrer donc sur la première partie de la présentation. À l'issue de ma présentation, il y aura un petit temps d'échange questions-réponses et ensuite il y aura le témoignage de Alizé et de nouveau un temps d'échange. Euh, donc, voilà ce qui nous attend, quelques mots d'introduction. On regardera ensuite bah voilà, comment est-ce qu'on pourrait essayer de définir ce qu'est une politique cyclable ambitieuse. Puis on regardera donc en troisième temps les ingrédients d'une politique cyclable réussie.
Et enfin, vous aurez donc le retour d'expérience du parc naturel régional du Dour-Horloger. Petite question de mise en bouche à laquelle normalement vous pourrez répondre via le petit euh, outil de questions. Clara, normalement, on avait prévu ça. Euh, voilà, donc vous Oui, avez c'est bon, c'est la question lancé. qui s'affiche. Donc, à votre avis, quelle part de la population française habite à moins de 20 minutes à vélo d'un collège? Est-ce que c'est donc 15%, 30%, 60% ou 80%? Donc, la question, c'est la part de la population française qui habite à moins de 20 minutes à vélo d'un collège. Et donc la question, hein, c'est bien indépendamment des aménagements cyclables existants. C'est pour essayer d'identifier un petit peu le potentiel. Et on verra qu'après, le potentiel ne suffit pas à lui seul pour s'exprimer et qu'il a besoin de différents, bah, voilà, de, tout un panel de choses pour qu'il puisse s'exprimer. On a obtenu une cinquantaine de réponses. Je vais pouvoir mettre fin au sondage, Mhm. partager les résultats. Alors, Les voix. une majorité de 60%. Il y a à peu près deux tiers d'entre vous qui pensent que c'est 60%. Ensuite, la deuxième réponse. Il y a un petit quart qui pense que c'est 80%, et puis le reste, 30, et quelques personnes, une personne qui pense que c'est 15. Eh bien, c'est 80%. Et la source, c'est une petite étude qu'on a fait en interne à Belle Évolution, qui s'appelle La France à 20 minutes à vélo, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui est un petit peu plus complète que juste ça, mais où on a pu notamment regarder à l'échelle de la France la population qui sera à moins de 20 minutes euh, facilités qui ont un intérêt pour le quotidien, et notamment les collèges qui sont souvent à des endroits où il y a aussi tout un tas de services. On peut retrouver un tas de services. Et donc, effectivement, il y a 81% de la population qui a moins de 20 minutes à vélo d'un collège. On l'a fait également pour les boulangeries, les supermarchés, les gares. Voilà, tout ça, vous pouvez retrouver. Et donc, un potentiel qui est assez important quand même, mais qui nécessite voilà, différentes choses qu'on va pouvoir voir pour qu'ils puissent s'exprimer. Et l'idée, c'est pas de mettre 80% de la population sur un vélo. Et aujourd'hui, vous savez que voilà, on est plutôt autour de 3% de part modale vélo en France. Donc, il y a une belle marge de progression. Alors, si on essaie de définir un petit peu ce qu'est une politique cyclable ambitieuse, et n'hésitez pas aussi à, voilà, à apporter des éléments dans le chat. Mais donc, pour nous, quand on se pose la question, bah déjà, ça s'inscrit dans une vision des mobilités qui est radicalement différente de la situation actuelle, pardon, dans le sens où le but, c'est pas uniquement de faire du vélo parce que c'est bien, c'est dans l'air du temps, mais c'est vraiment de repenser complètement la vision qu'on a des mobilités sur le territoire, l'organisation des mobilités qui aujourd'hui est très dépendante de la voiture et complètement tournée autour de la voiture individuelle et donc d'avoir une vision transversale peut-être d'un raccourcissement des temps et des distances effectuées, et puis une part belle à la multimodalité, et donc la combinaison des différents modes de transport pour pouvoir se passer de la voiture. Le deuxième point, et on est assez convaincu de ça, c'est de d'oser opposer les modes et de prendre des points de part modale à la voiture pour rééquilibrer les usages de l'espace public. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'aménagement qu'on a hérité des dernières décennies fait vraiment la part belle à la voiture, et aussi bien les piétons que les cyclistes ont vraiment une part de l'espace public qui est très réduite malgré l'importance de ces trajets-là. Et d'où la nécessité en fait de pouvoir aller chercher des points de part modale voiture pour voilà, mettre davantage de personnes dans les transports en commun quand il y en a, sur le vélo ou à pied. Le troisième point, c'est de pouvoir se doter de moyens à la hauteur des enjeux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient humains, en termes de communication et d'animation. Et ça, on reviendra par la suite sur les quelques indicateurs clés qui font une politique cyclable ambitieuse. Et le dernier point, c'est de pouvoir se situer parmi les territoires en haut de classement sur différents indicateurs, donc qu'on va retrouver par la suite. Mais voilà, on parle de part modale.
la part des déplacements qui sont effectués à vélo. Ça, c'est un indicateur de suivi. Il y avait les indicateurs de moyens juste avant, maintenant les indicateurs de résultats, les investissements, et puis le pourcentage de voiries cyclables, qui est un indicateur aussi qu'on peut piloter quand on commence à réaliser des aménagements cyclables. Et bien sûr, tout ça, ça dépend du contexte local, de la sensibilité des élus, et difficile de comparer les territoires entre eux, mais au moins de pouvoir se donner le- l'ambition de ces, voilà, une ambition assez forte. Donc maintenant, les indicateurs. Donc le premier, j'en ai parlé un petit peu, c'est la part modale vélo, donc la part des déplacements qui sont réalisés à vélo sur l'ensemble des déplacements réalisés. Euh, les chiffres que vous présente ici, euh, il y en a certains qui sont tous déplacements confondus. Je pense notamment par exemple, les 2,7% de part modale vélo moyenne en France. Il y en a d'autres qui étaient les seules données disponibles, qui sont les déplacements sur les déplacements domicile-travail, qui sont plutôt représentatif, puisque souvent dans une chaîne de déplacement, mais à prendre avec un petit peu de recul, puisque ce ne sont que, grosso modo, 20% des déplacements totaux. Quand on fait une enquête euh, ménage complète, on se rend compte que voilà, il y a aussi tout un tas d'autres déplacements qui ne sont pas directement liés au travail. Pour autant, ça permet d'avoir un petit peu des points de comparaison. Donc voilà, en 2020, on était autour de 3% de part modale vélo, avec un objectif du plan vélo de 2018 qui vise un objectif à 12% en 2030. Pour situer, c'est à peu près la part modale vélo en Allemagne aujourd'hui, qui est de 11%. Euh, une ville comme Grenoble, Grenoble intramuros, sur les déplacements domicile-travail, on est à 20% en 2021 de part modale vélo, mais si on prend la métropole, donc voilà, qu'on s'éloigne un petit peu du centre urbain, alors on est à 8%, ce qui est quand même une des métropoles bah, les plus en avance sur le sujet en France, et pour autant, encore pas mal de marge de manœuvre, surtout si on se rappelle le potentiel qu'on a pu voir en introduction. Et puis, voilà, la moyenne aux Pays-Bas, plutôt de l'ordre de 30%, euh, avec voilà, les différences que vous connaissez entre nos territoires, mais pour autant, eh bien, voilà, quelques points de par modal vélo en plus, qui témoignent aussi de toute la politique cyclable qu'ils ont pu mettre en place ces dernières décennies. Le deuxième indicateur, ce sont les moyens financiers, qui là est donc bien un indicateur de moyens et qui voilà, souvent dénote de l'ambition d'un plan vélo. La moyenne des collectivités en France était de l'ordre de 3 euros par an par habitant avant 2019, donc avant la période Covid. Le budget moyen, si on, voilà, on essaie d'avoir des points de comparaison, donc avec la métropole de Grenoble, est environ de 15 euros par an par habitant. Et donc, ça permet d'avoir voilà, ces 8% de part modale, entre autres, hein. On est bien d'accord que ce n'est pas le seul, le seul ingrédient, mais en tout cas, c'en est un. L'étude récente qui a réalisé le Club des villes et territoires cyclables et marchables en partenariat avec Vélo et Territoire en 2022 a montré que bah, les collectivités françaises les plus engagées investissent aujourd'hui, en 2022, mais il n'y a pas si longtemps que ça, 40 euros par an par habitant, ce qui est dans la fourchette des recommandations du Plan national vélo. Et on peut voir que voilà, les Pays-Bas, eux, sont plutôt entre 50 et 80 euros selon les sources, selon si on agrège les investissements des collectivités locales ou pas. Voilà, difficile d'avoir des sources comparables, mais en ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est aussi un indicateur sur lequel on peut se situer euh, lorsqu'on met en place cette politique cyclable. À noter que, bah, il n'y a pas que les moyens financiers, puisque, donc toujours sur cette même étude de 2022, euh, il est nécessaire d'avoir environ 1,6 équivalent temps plein pour générer un investissement de 1 million d'euros sur les politiques cyclables. Et donc, pour avoir quelques ordres de grandeur, si on met, donc par exemple, on prend un EPCI classique de 25 000 habitants qui investirait 40 euros par an par habitant, pour 25 000 habitants, ça fait 1 million d'euros par an. Donc, ça nécessite aussi bah voilà, des moyens humains en face pour pouvoir coordonner, mettre en œuvre, suivre toutes les actions qui vont être entreprises. Le troisième indicateur, c'est donc la part du budget voirie qui est allouée à la transformation de l'espace public.
Donc là, ça concernerait tout ce qui est transformation de l'espace public, pas uniquement vélo, mais aussi piéton, végétalisation, changement du plan de circulation en faveur des modes actifs. Et donc, encore une fois, on peut voilà, voir quelle est la part de ce budget qu'on alloue à ça et pas uniquement pardon, en fait, euh, refaire des aménagements de voirie pour la voiture. Et un exemple donc, de la commune de Saint-Aubin-du-Médoc qui alloue, elle, 70% de son budget de voirie dans les aménagements cyclables et plus généralement la transformation de l'espace public. Voilà. Donc, également un autre indicateur qu'on peut suivre. Et enfin, le dernier, qui est le pourcentage de la voirie cyclable. Donc là, c'est la part de la voirie en kilomètres qui intègre des aménagements cyclables en site propre. Il y a un autre indicateur qui prend en compte les zones 30 que vous pouvez retrouver sur le lien que j'ai indiqué, sur la plateforme de Vélo Territoire. Mais ici, on regarde vraiment spécifiquement le site propre. Et donc, voilà, donc on voit que globalement, c'est plutôt, si on regarde la tendance sur le graphique, une assez bonne corrélation entre le pourcentage de cyclabilité de la voirie, qui est en abscisse, et les perceptions des conditions d'usage du vélo en ordonnée. Donc là, c'était voilà, suite à une enquête qui a été réalisée. Et donc, j'ai mis voilà, différentes illustrations de points, que ce soit la ville de La Rochelle, de Grenoble ou de la tête de Buch, qui sont voilà, des villes de différentes tailles et où on peut voir, en fonction de la cyclabilité de la voirie, eh bien, le ressenti des usagers, qui est souvent assez corrélé à un taux de cyclabilité important. Maintenant, quelles sont pour nous les clés de la réussite? Euh, J'en ai identifié quatre. La première, c'est de pouvoir s'autoriser à rêver, pardon, et on verra pourquoi. Ensuite, être en mesure de planifier ses actions dans le temps, aussi bien à court terme qu'à long terme. De pouvoir jouer collectif et d'embarquer un maximum d'acteurs. Et enfin, de donner envie de cultiver la joie un petit peu. Donc le premier volet, s'autoriser à rêver. Pourquoi? Pourquoi? Je citerai donc Madame Donella Meadows, qui en 96, lors d'un discours, en 93, pardon, lors d'un discours, a dit que imaginer la vision que l'on veut vraiment et pas ce que l'on croit possible. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'autoriser à rêver en faisant fi dans un premier temps des contraintes techniques, financières, foncières en l'occurrence, et vraiment voilà, de se dire, OK, quelle est ma vision du territoire? Et on en revient à cette vision des mobilités qui soit radicalement différente. Et donc, j'ai mis une illustration prise aux Pays-Bas. On pourrait se dire, bah, ça, en fait, c'est un aménagement banal de notre territoire en 2040. On voit beaucoup de cyclistes, des jeunes, des piétons, également, même des très jeunes sur des draisiennes. Et donc, une chose que nous, on a l'habitude de proposer dans nos missions, ça peut prendre la forme d'un atelier de projection où on se dit, bah voilà, on est en 2040, on a atteint sur notre territoire adapté, voilà, 10, 20, 30% de part modale vélo. Notre collectivité, c'est un exemple national pour sa politique cyclable ambitieuse. Il y a tout un tas d'indicateurs qui nous le montrent. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et 2040? Comment on a fait pour en arriver là? Et donc d'essayer de se projeter en disant, bah voilà, à quoi est-ce que va ressembler notre réseau cyclable? Quelles sont les actions complémentaires qu'on a menées qui fait en sorte que on en est arrivé là? Et donc de vraiment s'autoriser à rêver. Une fois qu'on a rêvé, on peut passer à du plus opérationnel et donc à la planification de ces actions. Bien évidemment, il y a des actions structurantes comme les aménagements, les franchissements, le stationnement, des choses qui coûtent cher, qui souvent nécessitent aussi des études préliminaires et d'embarquer tout un tas d'acteurs, de planifier suffisamment à l'avance ces actions pour être en mesure de les réaliser, pour pouvoir voilà, les prévoir dans le temps, mais également commencer petit et facile à réaliser via des événements, la mise en place de services et également des expérimentations. Et donc, je prendrai l'exemple qui est illustré ici des voies à faible trafic, qu'on peut qualifier comme des routes qui sont peu fréquentées et qui pourraient faire l'objet d'une restriction de trafic de transit. Donc, tout le trafic
qui passe par là parce que c'est un petit peu plus court pour les voitures, mais qui en fait pourrait utiliser les axes vraiment capacitaires dédiés pour les voitures, ou bien les requalifier en voie verte. Et donc là, quelle serait la méthode? Bah, c'est dans un premier temps, on analyse le plan de circulation pour identifier ces voies qui pourraient être adaptées. Dans un deuxième temps, on va faire la mise en œuvre, donc avec une requalification, la mise en place d'une signalétique, ici comme on peut le voir, sous forme de marquage jaune et de quilles, donc assez légère. Également de réaliser la signalétique et le jalonnement. Et si besoin, dans un quatrième temps, là, de pérenniser ces aménagements, comme il y a pu avoir lors du déconfinement et la fameuse pérennisation des coronapistes. Euh, mais l'idée, c'est de voilà, pouvoir continuer aussi à expérimenter, puisque ce sont à la fois des actions qui sont peu chères et ils peuvent être mises en place rapidement, sans devoir attendre de réaliser des aménagements lourds et conséquents qui sont pourtant nécessaires. Le troisième sujet, c'est de pouvoir jouer collectif. Quand on parle politique cyclable, on parle de multiples compétences. Il y a la compétence mobilité, la compétence voirie, le pouvoir de police, et donc tout un tas d'acteurs qu'il est nécessaire de mettre autour de la table et de trouver le modèle de gouvernance adapté. Et puis, donc là, j'ai parlé pas mal aménagement, mais il y a aussi tout le reste. Et en fait, voilà, il y a aussi les associations à embarquer, les employeurs du territoire, les socioprofessionnels, les écoles, et donc une multiplicité d'acteurs. Si on regarde concernant vraiment la gouvernance des aménagements, il y a un modèle de gouvernance qui nous paraît astucieux et qui, on s'est rendu compte de l'expérience, souvent fonctionne et permet d'aller un petit peu plus vite et de mutualiser aussi le suivi des aménagements et puis eh bien, voilà, l'ingénierie qu'il y a derrière. C'est le fameux modèle réparti qui est un des trois modèles de gouvernance proposés par l'ADEME. Ce modèle-là, il y a en fait un transfert de compétences de la commune à l'EPCI sur les voiries qui sont d'intérêt communautaire. Et donc, avec la compétence voirie cyclable d'intérêt communautaire, qui n'est pas forcément. On peut prendre cette compétence, mais ça peut être aussi au cas par cas, en convention entre les communes et les EPCI. Vous aurez un exemple qui pourra être présenté par Alizé ensuite, mais qui permet du coup sur tous les axes, on va dire, d'intérêt communautaire qui ont été identifiés dans un schéma cyclable, bah, que ce soit l'EPCI qui puisse prendre la maîtrise d'ouvrage, et ensuite la répartition financière reste à trouver, les clés de répartition restent à trouver, mais que sur la maîtrise d'ouvrage, ce soit l'EPCI qui puisse le prendre en charge, voilà, pour avoir une meilleure visibilité, un meilleur suivi, et puis centraliser un petit peu l'ingénierie technique qu'il y a derrière. Donc là, c'était pour la partie aménagement. Et puis voilà, j'ai mis une petite illustration aussi donc ici d'un trophée de l'écolier cycliste, qui a été une action menée entre quatre collectivités du pays de Saint-Malo. Voilà, où on voit que les écoles ont aussi été embarquées. Donc là, c'était dans le cadre du challenge Mais à vélo, qui va arriver dans quelques mois, et qui est une opportunité aussi pour fédérer tout un tas d'acteurs. Et enfin, donner envie. Et donc là, je prendrai comme citation la citation de Monsieur Buckminster Fuller, qui est un architecte, inventeur et designer américain, et qui disait ceci: pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra le modèle existant obsolète. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir, en fait, et comme je le disais, dans s'autoriser à rêver, c'est de proposer quelque chose de radicalement différent et de le faire aussi pour susciter l'envie et tout ça dans la joie. Et donc j'ai mis deux exemples ici. Le premier à gauche, qui est lors d'un événement autour de la mobilité douce à Saint-Martin-en-Vercors, donc en Isère, où voilà, il y a eu un spectacle et musique, rire et bonne humeur étaient de la partie. Et puis, donc à droite, la communication de la commune de Bruxelles. Je vous inviterai à regarder la petite vidéo, mais qui est voilà, sur un ton assez humoristique, qui montre qu'en fait, voilà, la plus grande salle de fitness de Bruxelles, eh bien, c'est la ville en elle-même. Plutôt que d'aller suer sur son vélo dans une salle de sport, on peut tout à fait le faire dans la ville, puisque les aménagements sont là. Et donc voilà, ils essayent vraiment de donner envie et de montrer le côté joyeux de la chose.
J'en ai fini et donc on va pouvoir prendre vos questions. Euh, donc n'hésitez pas, peut-être d'ailleurs commencer Timothée par voilà, reprendre quelques questions qui ont pu être posées lors de ma présentation, auxquelles je pourrais répondre directement et puis ensuite n'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, merci Damien pour cette présentation. On a déjà trois questions qui ont été posées sur l'onglet dédié. Une quatrième qui vient d'arriver, donc des questions intéressantes. Je commence peut-être par celles qui amèneront une réponse assez rapide. C'est sur le chiffre que tu as donné concernant le budget mis en œuvre par an par habitant. Mhm. Le budget de 3 euros en moyenne pour les collectivités françaises. Est-ce que c'est un chiffre qui est par collectivité ou pour l'ensemble des collectivités? Donc ça, c'est quand on somme l'ensemble des budgets des collectivités, qui est une moyenne, donc bien évidemment avec tous les biais d'une moyenne, hein, puisque euh, voilà, qui n'est pas forcément représentatif de la répartition et qui était avant 2019. Et donc, en fait, avant les effets du plan vélo, et donc, effectivement, un chiffre qui était assez bas. L'étude de 2022 que j'ai citée a mis ça à jour. La moyenne a augmenté et on retient aussi que les collectivités françaises les plus ambitieuses aujourd'hui sont bah voilà, autour de 40 euros par an par habitant. Une fois qu'on a sommé à la fois les investissements réalisés par en fait, à l'ensemble des gestions, que ce soit communes, communautés de communes, départements et État, mais donc de l'ordre de 40 euros par an par habitant. Ok, donc pour préciser, par exemple, si on a une communauté de communes qui met en œuvre une politique avec un budget de 3 euros par habitant et en parallèle la commune qui également a une politique ambitieuse et qui met en œuvre également des moyens de cet ordre, on fera la somme pour avoir la moyenne pour ces deux EPCI, c'est bien ça? Tout à fait. Ok. Je continue les questions. Il y a une question intéressante sur tu as tu as évoqué le terme qui peut interpeller un petit peu d'opposer les modes. Est-ce que ça pourrait pas créer quelques points de blocage et quelques divergences? Effectivement, c'est un parti pris qu'on a chez nous. Hum, Peut-être que ça peut être un peu vu comme étant frontal, voilà, ou ben, quelque chose d'assez fort. Euh, pour autant, on pense que c'est nécessaire puisque aujourd'hui, la place allouée à la voiture sur l'espace public est disproportionnée et ne permet pas de laisser s'exprimer le potentiel des modes actifs et des transports en commun lorsqu'ils existent sur le territoire. Et donc, en fait, c'est vraiment un frein au développement des pratiques. Et l'idée, c'est de pouvoir aller chercher des points de part modale à la voiture pour les redistribuer à d'autres modes. Et donc, c'est bien en ce sens-là qu'on oppose les modes. Euh, L'idée, c'est vraiment d'essayer de réduire les trajets en voiture pour augmenter ceux qui sont faits à pied, en vélo et en mode alternatif à la voiture individuelle. Donc, c'est en ça que nous, on est assez voilà, on pense que opposer les modes est nécessaire et dans bien des configurations, dès lors qu'on traite de l'aménagement, à part si on est vraiment en zone urbaine, dense et plutôt apaisée, sinon on va aller sur de l'aménagement séparatif. Et donc c'est bien là où il y a une nécessité tout de même d'opposer les modes et à des moments de faire des choix qui soient radicalement ambitieux pour servir la vision novatrice de la mobilité qu'on va pouvoir avoir sur son territoire. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Effectivement, il y a un enjeu si on veut de l'ambition, à savoir opposer les modes. Un petit exemple en milieu urbain, par exemple, ça peut être peut-être supprimer une partie du stationnement au bénéfice des modes actifs, ou même en milieu plus rural, comme tu l'as évoqué, avec les voies à faible trafic, qu'on pourrait limiter aux seuls riverains ou limiter aux usagers, au trafic de transit, et donc réduire la place des véhicules au bénéfice des modes actifs. Donc il y a pas mal de questions qui arrivent en chaîne.
J'essaie de les prendre rapidement. Donc ici, les EPCI peuvent-elles toujours prendre en charge la maîtrise d'ouvrage des projets cyclables, même si elles n'ont pas la compétence voirie? Alors oui, justement, elles peuvent, et il y a deux façons de le faire. Donc si je reviens ici, en fait, il y a là le modèle de gouvernance proposé qui nous paraît astucieux, et qui est vous voyez, il y a un petit 2, c'est le modèle réparti. Il y a en réalité trois modèles de gouvernance. Le modèle classique, où en fait, c'est les communes qui font dans le bourg et hors des bourgs, puisque c'est elles qui ont la compétence voirie, et les départements qui fait sur les voiries départementales. Ici, le modèle réparti propose que le PCI soit prenne cette compétence voirie cyclable d'intérêt communautaire pour les voies qui ont été définies comme telles dans leur schéma cyclable, dans le schéma cyclable de l'EPCI, ou alors ça peut aussi être au cas par cas en convention entre la commune et le PCI, en disant, bah voilà, en fait, la commune garde la compétence voirie, par contre, elle signe une convention avec le PCI qui récupère la maîtrise d'ouvrage sur la liaison Grand-Bourg-Petit-Bourg, euh, parce elle est d'intérêt communautaire et c'est pertinent que ce soit le PCI qui prenne la maîtrise d'ouvrage là-dessus. Merci Damien. Une petite question sur un peu les résistances et savoir comment persuader les décideurs euh, pour proposer des aménagements ambitieux, notamment quels sont les arguments qui portent le plus et quelles sont les résistances les plus coriaces qu'on a pu observer au sein des collectivités et les éventuelles solutions pour persuader les gens de l'importance de la mise en œuvre de Hmm. politiques cyclables ambitieuses. Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a tout un tas de freins et on traite ici du changement de comportement. Et donc, pour n'importe quel sujet, on sait que ça prend du temps et que c'est voilà, une- on gravit les échelons petit à petit et plus ou moins vite selon le contexte. Donc, bien évidemment, ça va dépendre du contexte local. Euh, je dirais que plus il va y avoir d'élus qui seront sensibilisés, conscients, et plus aussi il y aura bah voilà, de partage d'informations et de volonté et de dynamisme. Des fois, même si un décideur est motivé, il peut se sentir un petit peu seul. Donc nous, on a fait une mission, par exemple, sur la communauté de communes du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, où on a accompagné un petit groupe d'élus qui a été formé sur la base de volontariat pour qu'ils puissent devenir des ambassadeurs et ambassadrices de la politique cyclable de leur territoire. Et donc ensuite pouvoir bah, partager en fait tous les ce qu'ils ont pu voir, les enjeux, l'intérêt, les bénéfices, les co-bénéfices même de ça. Il y a tout un Aujourd'hui, c'est pas les données chiffrées qui manquent sur les co-bénéfices santé, économiques, environnementaux, bien-être. Voilà. Mais effectivement, c'est de pouvoir les partager et de pouvoir s'inspirer aussi peut-être euh, donc sur des collectivités voisines pour commencer à agir. Et finalement, l'idée, comme je disais, de pouvoir commencer petit. Même si au début, on commence petit, on a l'impression que c'est pas grand-chose, eh bien, en fait, c'est ces petites actions qui vont ensuite faire effet boule de neige. Effectivement, des aménagements expérimentaux au début qui peuvent montrer un petit peu l'exemple et qui sont peu coûteux, par exemple. Et puis peut-être dans le cadre de la mise en œuvre des schémas, des plans vélo, inclure un maximum de personnes lors de comités techniques de manière à travailler de manière concertée pour prendre en compte toutes les différents points de vue. Ça permet aussi de faire avancer les politiques. J'ai une autre question intéressante qui concerne, t'en parlais un peu, il y a certains impacts des politiques cyclables comme sur le point de vue de la santé qui sont avec des bénéfices très importants. On a également l'impact sur la décarbonation. Donc il y a une question sur savoir si on a un peu des estimations d'impact, notamment sur des sites comme Grenoble. Alors, je serais bien en peine de vous donner là, des chiffres comme ça du tac au tac. Euh,
ce qu'on sait, c'est que voilà, les co-bénéfices de se déplacer plus à vélo qu'en voiture euh, voilà, sont difficiles à remettre en question. On a fait, nous, enfin, on est en cours de réalisation d'une petite étude euh, avec notamment le forum Vimobile sur le service alternatif à la voiture individuelle pour essayer voilà, de mettre ça dans un contexte plus global et de voir une offre de mobilité qui pourrait être multimodale et drastiquement moins tournée autour de la voiture individuelle et de voir quel pourrait être l'impact, enfin, les impacts à la fois financiers, environnementaux, etc. Euh, mais après, voilà, il faut regarder un peu plus dans le détail. Dans tous les cas, ça peut pas être contre-productif, j'ai envie de dire. Je te remercie. Peut-être une dernière question qui est intéressante aussi sur le fait qu'il n'y a pas forcément de budget vélo disponible, notamment à l'échelle communale. Et d'une part, c'est difficile d'évaluer ce budget vélo quand il est intégré dans les budgets voirie. Mais du coup, j'y vois aussi, c'est plus un constat d'un des participants, mais j'y vois aussi une opportunité qui est importante, c'est justement de travailler de concert avec les services voirie pour permettre de mettre en œuvre des aménagements cyclables dans le cadre des travaux de voirie, avec notamment la réglementation qu'il impose sur toutes les nouveaux travaux les travaux de réfection de voirie ou nouveaux travaux qui imposent la mise en œuvre d'aménagements cyclables. Donc, il y a un enjeu même si on parle d'opposition entre les modes, en tout cas, il y a un enjeu à travailler de concert avec les services voirie et vélo pour mettre en œuvre ces aménagements qui souvent, lorsqu'ils sont en voie partagée, sont très souvent suffisants, notamment en milieu urbain, à condition qu'on ait un apaisement de la vitesse et du trafic. Et du coup, je dirais aussi vraiment de partager cette fameuse culture vélo et euh, quand on est vraiment voilà, baigné dans le sujet au quotidien, on a l'impression voilà, que en fait, c'est acquis. Qu'est-ce qu'un bon aménagement cyclable? Lorsqu'on refait une voirie, comment est-ce qu'on s'y prend pour bien intégrer les modes actifs? C'est loin d'être le cas des services concernés parce que tout simplement, bah, en fait, ils n'ont pas eu cette formation sur ces sujets-là. Et donc, c'est assez précieux de pouvoir partager, transmettre, de dire, bah, voilà, en fait, aujourd'hui, quand on refait une voie, quelle qu'elle soit, pensons toujours en amont à intégrer les enjeux des piétons, des cyclistes, et de travailler aussi également sur le plan de circulation pour voir si en fait cette voie-là, on ne pourrait pas la passer à sens unique si c'est un contexte un petit peu urbain, et d'avoir vraiment cette réflexion amont et partager avec les services voirie pour qu'ensuite ça soit un réflexe. Merci Damien. Je propose qu'on passe à la suite. Il y a encore deux, trois questions en attente. On pourrait éventuellement répondre à la fin de la présentation d'Alizé. Oui, mais je vais quitter le partage pour laisser la main à Alizé. Et merci Timothée pour la gestion des questions. Alors, on passe au retour d'expérience maintenant qu'on a eu la partie théorie. Du coup, moi, c'est Alizé Betch, chargée de mission mobilité active, du coup, au parc naturel régional du Doubs-Horloger. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un PNR, un parc naturel régional du Doubs-Horloger, un parc naturel régional, du coup, qui est situé à la frontière suisse, le 68e. On a à peine 3 ans. Donc un parc naturel régional, c'est une structure. Donc nous, on est syndicat mixte qui a pour but d'allier le développement économique et social du territoire tout en préservant le patrimoine naturel et culturel. C'est souvent des territoires qui ont un équilibre un peu fragile. Notre devise, c'est convaincre sans contraindre. Et puis nous, du coup, dans notre parc naturel régional, on a 94 communes, donc 3 comme pleines et 3 comme à moitié pleines. Donc voilà là-dessus. Donc notre territoire est un territoire de moyenne montagne
donc avec du relief, en zone rurale, donc avec des densités assez faibles, frontalière, donc avec des gens qui font beaucoup de distance. On a un actif sur deux qui travaille en Suisse et donc du coup qui font en moyenne à peu près 60 kilomètres par jour pour se rendre en Suisse. Et puis connu pour être un territoire avec un climat rude. Ça l'est moins maintenant actuellement, mais en tout cas, on est proche de la petite Sibérie française. Comme on dit, et on peut facilement avoir moins 20 degrés sur notre territoire en hiver. Donc, quand je suis arrivée sur cette mission-là, au début, tout le monde m'a dit c'est impossible chez nous, il fait trop froid, avec la neige, on peut pas utiliser le vélo, et puis même les distances sont beaucoup trop longues, donc le vélo, ça marchera jamais. Donc voilà là-dessus. On a une part modale du coup voiture qui est assez importante sur notre territoire. On est à peu près autour des 90% d'usage de la voiture pour des déplacements domicile-travail et 0,3% sur la part vélo. Donc on voit que on a pratiquement peu de déplacements à vélo sur le territoire. Tous les foyers ou presque sont équipés d'au moins une à deux voitures, majoritairement deux voitures. Euh, on a des axes principaux qui peuvent être très empruntés. Alors très empruntés, c'est relatif selon les territoires, mais du coup, nous, nos axes principaux les plus forts sont à 12 000 véhicules jour. Et puis, on a une route nord-sud principale sur laquelle tout notre territoire s'organise, sur laquelle on est à peu près à 10 000 véhicules par jour. Donc sur cette-ci, c'est difficile de mettre du vélo directement dessus. On a pas mal de passages de poids lourds aussi également, et notamment de grumiers puisqu'on a une forte activité forestière. Donc ça facilite pas les choses pour faire du vélo sur cette voirie. Et puis on a aussi un territoire où on a des taux d'insécurité, en tout cas d'accidentologie qui sont un peu plus fortes qu'ailleurs sur le département. Euh, Notamment alors dû à la frontière on va dire et à ses effets indirects, mais du coup on a une population qui ont plus de moyens aussi qu'ailleurs dans le département, donc avec des voitures un peu plus lourdes qui vont un peu plus vite, des gens qui font des horaires plus importants puisqu'en Suisse c'est minimum 42 heures, donc du coup voilà, on a plus de fatigue aussi sur la route. Et puis on a une ambiance assez routière. Quand on passe au niveau d'une école sur notre territoire, on voit pas qu'on a une école, on voit juste une route. Donc, je vous dépeins un super tableau du territoire, mais c'est très agréable comme territoire, hein. Mais tout ça pour dire qu'on parle pas d'un territoire facile, on va dire, sur la mise en place d'une politique cyclable. Euh, Tout de même, quand on a fait le diagnostic du territoire, donc on a fait une étude avec accompagnée de BL Evolution pour faire notre schéma directeur cyclable. Et du coup, dans ce diagnostic, on a vu qu'on avait quand même 60% des habitants qui sont à moins de 20 minutes à vélo d'un centre-bourg. Donc ça, c'est assez important. Et puis 60% des élèves qui habitent à moins de 5 kilomètres aussi de leur établissement scolaire, donc à peu près une demi-heure à vélo. Donc en fait, on s'est quand même posé la question avant de démarrer de si ça avait vraiment une utilité de faire un schéma directeur des mobilités douces sur notre territoire dû au nombre d'actifs qui font des distances plus longues. Et finalement, on voit qu'avec ces chiffres, oui. Nous, on s'axe du coup aussi beaucoup autour du public scolaire, puisqu'on voit qu'on a un gros potentiel là. Et puis, on a aussi une politique santé à côté sur la sédentarité et lutter contre la sédentarité. Donc, ça touche les actifs, mais ça touche aussi les jeunes. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'était aussi de s'axer autour des scolaires, mais pas que, puisqu'on voit qu'on a quand même du potentiel chez les actifs. Donc, ce schéma directeur cyclable, il s'inscrit dans un vrai projet de territoire. Quand on est parc naturel régional, on a une charte qui est signée par toutes les communes et les communautés de communes qui adhèrent au PNR.
Et du coup, nous, dans notre charte, on a une mesure qui parle de rationaliser les déplacements automobiles et améliorer l'accessibilité aux mobilités durables. Donc là-dessus, on voit que voilà, le but, c'est que ça soit dans une politique de mobilité globale. On est parti sur le schéma directeur cyclable en premier parce que déjà c'est quelque chose qui est dans les compétences, on va dire, des acteurs locaux. Le département avait déjà engagé son schéma départemental et souhaitait avancer dessus. Les communautés de communes venaient de prendre la compétence mobilité et puis du coup l'idée c'était de pouvoir partir là-dessus. Donc nous, on le fait sur le pays horloger, donc l'ancien pays, qui comprend les 3 Comcom plaines qu'on a sur notre territoire. Donc on fait ça sur une partie du parc, pas sur la totalité. Donc sur le Val de Morteau, le plateau du Russet et le pays de Mèche. Et puis on a eu aussi l'opportunité du programme Avélo 2, et pas Alvélo 2, mais Avélo 2, qui est porté par l'ADEME. On a été lauréat de ce programme-là. Et ça nous a permis de financer du coup mon poste de chargé de mission, le schéma directeur cyclable, donc qu'on appelle plan doux horloger nous ici, et puis des actions de communication et de sensibilisation qui nous a permis après de pouvoir commencer notre travail à la suite du plan doux horloger, de l'écriture du plan doux horloger. Donc c'est financé par les C2E. Et puis pour info, il y a un appel à projet à vélo 3 qui est en cours jusqu'en juin. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à candidater. C'est vraiment un super programme pour lancer les politiques cyclables sur un territoire. Donc nous, on a commencé notre écriture du plan doux horloger en mai 2022. Quelques points à retenir sur cette écriture du plan doux. On en a retiré des axes qui sont assez classiques et habituels dans des schémas directeurs cyclables. Donc, c'est-à-dire un premier axe qui sera sur le travail autour des aménagements cyclables, un deuxième axe sur les services vélos qu'on peut mettre en place et un troisième axe sur la sensibilisation et la culturation. Et nous, on a du travail à faire sur la culturation notamment, puisqu'on part sur un territoire où les habitants qui arrivent sur notre territoire nous disent avant je faisais du vélo et j'ai abandonné en venant ici parce que c'est trop dangereux. Et puis on a beaucoup de gens aussi sur le territoire qui disent d'office que le vélo on le prend pas ici. Donc voilà, on a pas mal de travail là-dessus. Mais par contre, des points à noter qui sont ressortis et qu'on a trouvé assez intéressants. Donc, ça a été qu'on a mis en place une méthodologie de travail qui a été très participative auprès des élus et techniciens. Comme on avait du coup les 3 communautés de communes qui ont des dynamiques assez différentes. Donc, on a le Val de Morteau qui a 20 000 habitants, qui est très urbain, 20 000 habitants pour 8 communes du coup, et très urbain, avec une gare, avec la proximité avec la Suisse directe. On a le Pays de Mèche qui a 20 000 habitants aussi, mais pour 42 communes, qui est beaucoup plus rural, où là, l'accessibilité est beaucoup plus compliquée. Il n'y a pas de gare, il y a une ligne de bus, mais enfin voilà, qui est peu utilisée, avec un accès vers la Suisse aussi, mais plus en voiture. Et puis on a une communauté de communes du plateau du Russet, du coup, qui a 7 000 habitants pour 17 communes. Et puis là, elle est coincée un peu entre le Pays de Mèche et le Val de Morteau. Et du coup, il n'y a pas d'accès vers la Suisse direct. Donc voilà, on a des territoires qui sont assez différents les 3, avec des dynamiques différentes et des moyens différents surtout. Donc on a fait des ateliers avec chacune des communautés de communes, mais aussi des ateliers à l'échelle du pays horloger pour que les différentes communautés de communes puissent se rencontrer et qu'on puisse quand même avoir un travail
de lissage en quelque sorte au niveau du pays horloger et qu'on puisse avoir une politique globale. Donc ça a permis de bien impliquer les différents élus et techniciens. On a aussi mis en place du coup un comité des usagers. Donc en fait, pendant le diagnostic, on a lancé une enquête et à la suite de cette enquête, on a demandé à toutes les personnes qui souhaitaient suivre la politique de laisser leur adresse mail. On a eu du coup une base de 320 habitants qui ont laissé leur adresse mail. Et puis après, on a pu organiser des comités des usagers à chaque fin de phase, donc après le diagnostic, après la partie stratégie et après la partie plan d'action, mais aussi des fois pendant, quand on avait besoin de leur retour, de leur aide. Donc ça, c'était très intéressant. Ça a permis d'impliquer aussi directement les usagers. On a une trentaine de personnes qui ont suivi toute la démarche de A à Z. Et puis, on s'est engagé du coup à faire une réunion par an pour les tenir au courant des avancées. Donc là, on a fait dernièrement la réunion des 1 an. Et à chaque fois, on a à peu près 70 personnes qui viennent pour savoir où est-ce qu'on en est. Et à la suite de ce comité des usagers, plusieurs se sont associés pour former une association Vélo doux, ça s'appelle. Donc, on n'en avait pas des associations de vélo quotidien. On avait un club VTT par communauté de communes, mais on n'avait pas d'association comme ça d'habitants. Et du coup, là, c'est sur l'ensemble du pays horloger. Cette association qu'elle est. Donc nous on travaille avec eux, on les invite sur les réunions autour des aménagements cyclables, etc. Et puis pour définir les politiques qu'on met en place. Donc c'est très intéressant d'avoir ce vivier d'habitants à notre disposition en quelque sorte. Même par exemple on a mis en place une photothèque, une vidéothèque. On a eu du coup des figurants de l'association qui ont pu venir pour nous aider. Donc voilà, on travaille beaucoup avec eux directement. Et puis, on a aussi voulu rendre un peu plus officiel ce schéma directeur cyclable. Et donc, du coup, pour ça, on l'a imprimé sous format de livre un peu, avec toute une page de signature et du coup avec 10 signatures, donc avec la signature du département du Doubs, celle du parc, celle des 3 Comcom et puis celle des 5 centres-bourgs qu'on avait prédéfinis. Donc tous les acteurs qu'on a identifiés dans les actions pour mettre en place différentes actions. Et puis on a fait signer du coup tous nos acteurs impliqués directement devant les habitants. Donc c'était une manière aussi de rendre ça plus officiel et puis de donner envie aussi de tenir ses engagements en quelque sorte. Et ça a été assez moteur pour les élus, le fait d'avoir ce côté officiel. Maintenant, en fait, il faut qu'on sorte des choses pour montrer qu'on avance dans nos politiques et qu'on tienne nos engagements. Donc ça, c'est un point qui se fait assez rarement sur des schémas directeurs cyclables, mais qui là, en tout cas, a bien marché. Donc voilà là-dessus. Euh, on s'est aussi complètement autorisé à rêver et puis on s'est pas mis de limite quand on a écrit le schéma directeur cyclable. On a voulu vraiment se dire ici, on aurait besoin d'une piste cyclable au vu du trafic et on verra après sur le financement, etc. Donc, au total, on en a pour 170 km d'itinéraires cyclables et piétons, mais principalement cyclables en 10 ans. Il y a du jalonnement aussi, mais il y a beaucoup de pistes cyclables. Pas toujours de la création pure, mais aussi des fois, on réutilise des chemins existants, des routes existantes et qu'on passe en voie verte, notamment des routes peu fréquentées. Donc voilà, et puis on en a pour 33 millions d'euros d'investissement chiffrés. Donc en prenant tous les différents acteurs, donc répartis sur les différents acteurs, donc ça fait une politique à peu près à 60 euros par an par habitant. Euh, donc on a été ambitieux quand on voit les chiffres qu'a présenté Damien avant.
On a une volonté de passer de 0,3% de part modale actuellement à 9% d'ici 2033. Et puis en fait, d'avoir ces objectifs ambitieux, ça a fait qu'on a eu une médiatisation assez importante sur notre schéma directeur. Et avec un peu de recul, on voit que c'est ce qui donne aussi de la solidité au projet, puisque on voit bien que là, dans une période où on a un peu plus de frilosité budgétaire, on va dire en quelque sorte, finalement le plan doux n'est pas mis de côté. Et le plan doux reste un point majeur des politiques à conserver parce qu'on a eu cette médiatisation, parce qu'on a des attentes de la part du coup des habitants, des entreprises et du coup c'est ce qui fait que on peut continuer quand même à faire des investissements là-dessus. Alors on fait du coup on revoit un petit peu nos priorités etc. Mais en tout cas on arrive à continuer à mener des actions parce que maintenant on est bien suivi et qu'il y a cette attente qui a été créée et que on se doit d'avancer. Alors, sur la partie de la mise en place du plan d'eau horloger, puisqu'une fois qu'on a écrit notre politique, il a fallu qu'on commence à mettre en place des premières actions. Donc là, on en est à la première année, enfin, on rentre dans notre deuxième année de mise en place d'actions. Donc c'est encore tout récent, tout neuf. Mais du coup, nous, on a opté pour le fait de travailler en deux plans, en quelque sorte. Donc avec un premier plan, avec des expérimentations, comme on en parlait précédemment, des expérimentations cyclables, donc où on revoit la voirie, par exemple, sur la deuxième image qu'on voit là, c'était une voie en double sens et on l'a passée en sens unique pour faire une voie verte. Et cette rue passe devant un collège, devant les gymnases, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de changer le sens de circulation. Sur la première image, ici, on a fait toute une boucle cyclable par des routes moins fréquentées dans une commune. Et puis, on a placé du coup tout un quartier, le quartier du collège en zone 30 pour tester. La troisième image, du coup, c'est un essai d'une CVCB. Sur le territoire, on n'en a pas du tout, donc on a voulu tester ça d'abord sur une zone résidentielle. Et puis après, du coup, on a des arceaux vélo et on teste aussi la signalétique avec un pictogramme vélo pour voir si ça marche mieux. Donc voilà là-dessus. Et du coup, on a ces expérimentations-là. Donc nous, côté parc, on a réussi à avoir un peu de financement du contrat du territoire en action avec la région pour pouvoir mettre en place un appel à projet pour les centres-bourgs, les 5 centres-bourgs principaux, pour les accompagner financièrement à mettre en place ces petites expérimentations qui coûtent pas très cher, mais le fait d'avoir un accompagnement financier a permis de mettre le pied à l'étrier et du coup de passer plus facilement là-dessus. On souhaite aussi développer les arceaux vélos. Donc l'objectif qu'on s'était mis, c'était un arceau par commune d'ici mai 2025. Donc on a une centaine d'arceaux là qui vont être déployés au printemps prochain, qui sont commandés et prêts à être déployés. Chacune des communautés de communes maintenant a sa fête du vélo. Et on est en train de monter aussi un service de location de vélos à assistance électrique en longue durée pour les habitants, donc pour chacune des communautés de communes, avec un lissage de la communication au niveau du parc naturel régional. Et du coup, on aura une vingtaine de vélos en tout sur la totalité des 3 communautés de communes, donc 8 et 8 vélos pour le Pays de Mèche et le Val-de-Morteau, et puis 4 vélos pour le plateau du Russet où il y a moins d'habitants. Et puis, donc voilà, on a plusieurs actions comme ça en premier plan qui permet de montrer qu'on fait des choses et qu'on avance et puis qu'on essaye d'avancer. Et puis derrière, en arrière-plan, on travaille sur la mise en place d'une gouvernance solide aussi, puisque du coup, on essaye de s'organiser entre nous. Maintenant, on a monté un groupe de travail. Donc chaque mardi du mois, chaque premier mardi du mois, on se retrouve avec tous les techniciens et élus des 3 Comcom plus du parc naturel régional pour voir comment on avance sur le mois qui vient et quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en premier et comment on s'organise ensemble.
Donc voilà là-dessus. On a lancé aussi plusieurs études de faisabilité pour pouvoir être prêt dès qu'on a des appels à projets qui sortent, dès qu'il y a de l'argent, qu'on soit prêt. Et puis on travaille aussi sur la création de consignes collectives pour le stationnement vélo. On a fait tout un guide du stationnement. On a choisi du coup quel stationnement on mettait pour quel usage, etc. Sur le territoire. Comme ça, on a le même type de stationnement partout sur les 3 communautés de communes. Donc voilà là-dessus. Hop là. On parlait de gouvernance. Je voulais revenir un petit peu sur le mode de travail collectif, puisqu'ici c'est un travail collectif et multiscalaire, puisqu'on a plusieurs échelles, et notamment sur l'importance des moyens humains. Donc, côté département du Doubs, parc naturel régional et puis des 3 communautés de communes, maintenant, on a au moins un technicien et un élu référent à la mobilité à chaque fois. Donc, ça, c'est vraiment chouette et vraiment nécessaire pour avancer. C'était pas le cas quand on a commencé le plan Doux horloger. Au début du plan Doux horloger, d'ailleurs, on avait pas mal de réticences hein, sur la mise en place du vélo sur le territoire. C'était pas forcément gagné d'avance et finalement avec la motivation des habitants, avec la motivation aussi des entreprises, beaucoup d'entreprises nous ont demandé maintenant comment on avançait sur les bus, sur tout ça, etc. Du coup, on a vraiment eu une prise de conscience sur l'importance de travailler sur la mobilité et donc du coup, on a vraiment avancé sur ce sujet-là sur le territoire et du coup, maintenant on est sur la rédaction d'un plan de mobilité simplifié aussi. Donc ça nous a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier là-dessus et du coup de pouvoir maintenant avoir des moyens humains à chacune des échelles. Et donc du coup, voilà, on a différentes compétences chacun. Le département du Doubs s'occupe de la dorsale cyclable, comme on l'appelle. Donc en fait, dans leur schéma départemental, il y a une piste cyclable qui est prévue pour relier Morteau jusqu'à Montbéliard et qui traverse du coup cette fameuse route qui va du nord au sud et qui a 10 000 véhicules par jour. Et l'idée, c'est de pouvoir la longer plus ou moins proche pour pouvoir avoir une parallèle à vélo. Donc ça a été aussi un élément déclencheur de notre politique puisque d'avoir cette dorsale finalement c'était vraiment important pour nous et après à partir de là on a pu tirer des tronçons dans chacune des Comcom pour pouvoir avoir un maillage intercommunal après par la suite. Donc, on a le département du Doubs qui s'occupe de cette dorsale-là. Nous, au niveau du parc, on n'a pas de compétences spécifiques, mais par contre, du coup, on coordonne tout le monde et puis on travaille beaucoup sur la partie communication et sensibilisation pour la mutualiser sur les 3 Comcom et puis essayer d'avoir une seule et même communication pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre pour les habitants et qu'il n'y ait pas de distinction entre les différents territoires. Chacune des Comcom a la compétence mobilité, a pris la compétence mobilité et du coup, dans ce cadre-là, peut mettre en place les actions définies par le plan Doubs. Donc, que ça soit les aménagements cyclables intercommunaux, parce que comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Damien, nous, ici, on est dans le modèle réparti de l'ADEME, donc c'est-à-dire que le département s'occupe de ce qui est dans son schéma départemental, les intercos s'occupent de la partie entre les 2 panneaux d'agglomération, et puis les centres-bourgs s'occupent de toute la partie en agglomération. Donc les communautés de communes mettent en place les aménagements cyclables, mais aussi mettent en place des ateliers de remise en selle, s'occupent aussi de déployer du stationnement vélo ou en tout cas mettre en place des incitations aux communes à acheter du stationnement vélo. Voilà, plusieurs choses comme ça.
Et puis après, du coup, on a nos 5 centres-bourgs principaux et les autres communes qui ont une compétence voirie en agglomération. Pour les 5 centres-bourgs, comme ils ont signé le plan doux aussi, ça les engage un peu plus à mettre en place les actions qu'on a définies dedans. Et puis les autres communes, on essaye de les inciter, de les impliquer dans cette politique-là et de leur montrer aussi l'intérêt qu'elles ont à mettre en place des actions. Donc voilà là-dessus. Et puis, du coup, la première fois qu'on a fait des expérimentations, on a eu le fonds contrat territoire en action avec la région sur les 5 centres-bourgs. Et là, voilà, on essaye de voir si on arriverait à en mettre un pour les plus petites communes et pouvoir les inciter à mettre en place différents types d'aménagements pour apaiser la voirie. C'est pas obligé d'avoir directement des pistes cyclables ou des aménagements qui sont à gros gabarit, on va dire. Mais nous, l'objectif, c'est déjà d'apaiser la voirie et de pouvoir avoir des changements d'ambiance et de pouvoir passer à une autre ambiance que du 100% routier, notamment dans les centres-bourgs et notamment à proximité des écoles. Pour la communication, pour faciliter la communication, du coup, on a créé la marque Odoo. Donc c'est une marque voilà des mobilités durables avec des petits stickers, etc. L'objectif c'était de rendre la communication joyeuse et puis de donner envie aux habitants de nous rejoindre et de faire du vélo, de prendre de covoiturage, etc. en jouant du coup avec des éléments un peu locaux. Donc on voit la saucisse de Morteau qui fait la trottinette ou qui fait du covoiturage, nos sapins qui sont sur des vélos. Donc voilà, l'idée c'était d'aller les chercher là-dessus et pas trop de faire culpabiliser et de dire qu'il faut prendre le vélo pour éviter de polluer. Enfin voilà, on voulait un peu sortir de ces messages-là. On sait que on a commencé comme ça au début sur notre territoire et on voit que ça prend pas trop. Et donc du coup, on voulait passer plutôt par le ludique et par les couleurs et par du très visuel. Et puis aussi, on a mis en place du coup des événements plus joyeux autour de la thématique pour essayer de donner envie, essayer de revaloriser le vélo et notamment le vélo sur le territoire dans toutes ses formes. Donc avec un festival Sentez-vous bouger qu'on a monté avec ma collègue en santé pour montrer l'importance de bouger pour aller à l'école par exemple ou pour se déplacer pour sa santé. Donc on avait des ateliers de remise en selle, de réparation vélo, des ateliers de savoir rouler à vélo, des ateliers sur la nutrition, etc. Et en fait, tous les enfants avaient 30 minutes par atelier et puis bougeaient. On a mis pas mal de musique, etc. On a essayé de rendre ça joyeux et festif. On a aussi eu le Festivélo à la Combe Saint-Pierre, donc qui est une station de ski qui essaye de passer en pôle VTT, sur lesquels on a voilà, il y a des jeunes qui sont venus shaper des pistes et puis on a loué un big air et puis c'était l'occasion de faire une fête sympa, un peu plus autour du vélo sport. Et puis on a eu aussi le Tour de France féminin qui est passé à Morteau, donc qui est arrivé à Morteau. Donc c'était l'occasion aussi de revaloriser le vélo et notamment auprès d'un public féminin. Donc c'était vraiment des super événements qui ont permis de donner aussi envie à la population locale de se remettre au vélo. Donc voilà là-dessus. Et puis juste pour finir, un petit rappel du coup pour si ça vous intéresse, vous pouvez toujours participer à l'appel à projet à Vélo 3, du coup jusqu'en juin. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'ADEME. C'est vraiment un programme très très intéressant si vous souhaitez mettre en place une politique cyclable sur votre territoire et c'est vraiment vraiment bien fait. Voilà là-dessus. Si vous avez des questions, on va passer aux questions-réponses. Ouais, merci Alizé pour cette présentation très claire et intéressante. D'ailleurs, je reste un peu sur la note positive avec les événements que tu proposais autour du thème vélo. Et il y a une question plus générale. Damien pourra intervenir également aussi sur un peu quelles sont les particularités du fait d'être dans un territoire montagnard et comment, quelles sont les spécificités, quelles sont les actions qui ont pu être mises en œuvre spécifiquement, également par rapport
une frange de la population qui peut être vieillissante. Est-ce que vous avez réussi à toucher un peu tous les publics? Oui, alors du coup sur la partie montagnard, effectivement, nous d'office on est un peu parti sur du vélo à assistance électrique. On sait qu'on aura ça principalement sur le territoire. C'est un peu l'aubaine pour les territoires montagnards pour pouvoir développer le vélo. Du coup, on regarde aussi avec les recycleries locales pour monter notamment peut-être un peu plus en compétence sur l'électrification des vélos, pouvoir électrifier des vélos classiques et faciliter l'accès à l'électrification. On sait qu'on a de la chance aussi parce qu'on est sur un territoire où on a une population qui a des moyens financiers un peu plus importants. Beaucoup sont, enfin, une partie sont équipés de beaux vélos à assistance électrique, notamment VTT pour aller dans les bois. Donc nous, on a fait le choix de dire, ben, il faut que tout soit fait pour du vélo à assistance électrique et pour les personnes qui prennent du musculaire, tant mieux et trop bien. Mais on sait que ça sera pas le cas de tout le monde. Et dans tous les cas, on pourra pas convaincre tout le monde. Mais voilà, nous, on essaye vraiment d'aller là-dessus. Et puis aussi, sur la partie vieillissante, non, nous, on est un territoire où on accueille beaucoup de population et du coup, on a une population qui reste assez jeune. C'est beaucoup de familles de trentenaires qui arrivent sur le territoire pour travailler en Suisse, mais on a quand même la problématique de la population vieillissante et du coup, là-dessus, on travaille beaucoup avec ma collègue en santé qui notamment s'occupe de ça. Typiquement, elle met en place là prochainement des Olympiades pour les personnes âgées. Voilà, on essaye d'aller chercher aussi ce public-là. On aimerait bien mettre en place des ateliers de remise en selle aussi pour ces personnes-là. Et puis il y a la partie tricycle électrique aussi. Nous, on a une super entreprise proche à Montbéliard, à Colibrius, qui fait des vélos adaptés pour tous. Et du coup, quand on fait des événements en vélo, on n'hésite pas aussi à les inviter pour qu'ils puissent présenter qu'est-ce qu'un tricycle électrique, qu'est-ce qu'un un vélo à deux places où on peut pédaler, qu'est-ce qu'un vélo avec une plateforme devant euh, où on peut mettre du coup un fauteuil roulant, enfin voilà des choses comme ça. On essaye de montrer aussi que c'est accessible à d'autres types de publics avec des vélos adaptés. Ok, merci. Après, il y a une autre question, plus pour revenir un peu sur la jeunesse du projet. Qui a été vraiment moteur sur le projet au tout début et qu'est-ce qui a fait que le projet a été inscrit au projet du territoire? Et ben du coup ça c'est dans la rédaction de la charte il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été menés avec les territoires et ce qui revenait régulièrement c'était que c'était difficile de se déplacer autrement qu'en voiture sur le territoire et que c'était vraiment un point d'attente euh, voire même presque un rêve en fait de la part des élus et autres de dire un jour on pourra se déplacer autrement sur notre territoire. Donc ça a été la base qui a fait que ça a été inscrit dans la charte. Et puis c'était important pour nous de pouvoir aller vers un territoire TEPOS aussi, territoire à énergie positive. Donc du coup les déplacements sont une grosse part des émissions CO2 et donc du coup à traiter aussi. Donc ça a été un peu les éléments déclencheurs pour le mettre dans la charte, apparaître dans la charte. Et puis après, du coup, j'ai la chance d'avoir un élu assez moteur aussi, un vice-président en charge des mobilités et de la transition énergétique qui est assez moteur et assez visionnaire, en tout cas pour porter le projet et puis pour y aller coûte que coûte. Et donc, du coup, ça a permis aussi d'embarquer la dynamique et puis de convaincre petit à petit les autres élus. Merci. J'enchaîne avec une petite question plus technique. Tu avais évoqué les objectifs ambitieux en termes de part modale, de passer de 0,3% à 9% d'ici 2033. Comment on calcule ces parts modales? Mm.
J'étais sûre de la question. Donc, comment on les C'est une estime? question qu'on pose souvent. Ça reste une estimation. Nous, on a vu à peu près le pourcentage de population qui pouvait se déplacer. On regarde un peu nos déplacements actuels et puis on a estimé qu'on voulait aller tendre vers cet objectif-là aussi pour se rapprocher des objectifs de l'État. Donc ça reste une estimation grosse maille, comme on dirait, mais nous, ça nous permet d'avoir ça en tête et puis de pouvoir voir quand on est avec Avelo, avec le programme Avelo, on a un cycloscope qui permet d'évaluer sur différents axes comment on avance chaque année. Et du coup, nous, on a tout ce référentiel-là sur lequel on rentre nos données chaque année et qui nous permet de faciliter aussi l'évaluation de notre politique. Donc d'avoir ça en place, ça nous permet de d'avoir ce suivi et puis on a nos objectifs du coup écrits à côté et l'objectif c'est d'y tendre au maximum. Très clair, je te remercie. Toujours une petite question sur un chiffre que tu as dû donner concernant la part financière par habitant Mm. dans le Doubs. Est-ce que tu peux la rappeler? Dans la nôtre, Oui, du coup nous 33 millions. Alors pour le sauf logis. si je me suis trompée sur le calcul, mais on est à 60 euros par an par habitant D'accord. à peu près. C'est tout confondu, département, Comcom, parc, commune, enfin tous les acteurs. Voilà, on n'a pas fait de distinction par collectivité. Ça montre une belle ambition. Oui, on espère qu'on arrivera à tenir tous nos objectifs, mais en tout cas, on est ambitieux. J'ai une autre question intéressante sur le poids des argumentaires en faveur de la mobilité à vélo entre la mobilité pardon, touristique et la mobilité du quotidien. Mm. Oui, alors nous, on s'est axé vraiment quotidien, mobilité quotidienne. On a la grande traversée du Jura pas loin. Et sur notre territoire, même si on est en montagne, la partie touristique, c'est pas une partie très développée. Nous, on est vraiment plus un territoire d'accueil parce qu'on a la frontière à côté. Et donc, du coup, on a beaucoup finalement, de place au quotidien, puisqu'on accueille plus des gens qui vont venir vivre ici. Et puis, c'est des gens qui viennent de partout en France pour pouvoir travailler dans le secteur de l'horlogerie, notamment à la Chaux-de-Fonds. Donc, des gens qui sont habitués à d'autres standings en quelque sorte. On peut avoir des gens qui viennent d'un endroit où il y a beaucoup d'aménagements cyclables déjà ou autre. Et donc, du coup, c'était important de pouvoir améliorer aussi la qualité de vie sur notre territoire. Voilà. Je rajouterais aussi que il y a peut-être au début quelques élus il y avait plutôt une vision du vélo loisir, Mm. donc pour leurs habitants, mais plutôt en mode voilà loisir, balade avec les enfants, euh, voilà se Mm. rendre à une activité mais en ayant le temps dans la semaine ou le week-end, et que ces deux enjeux-là peuvent se mêler, se retrouver, Oui, qu'il y a des petites actions qui ont pu être faites dans le cadre du loisir où en fait bah voilà qui vont infuser aussi cette fameuse culture vélo. Euh, et puis que les aménagements pour le loisir, pour aller bah, en fait, au centre, faire une petite activité le samedi, et bah, va servir aussi pour le quotidien. Et que finalement, voilà, la réalisation du plan vélo bah, permet de combiner les deux usages. Et qu'il ne faut pas négliger non plus, surtout sur des territoires comme ça, un peu ruraux, semi-montagneux, où la place du loisir est importante. Et en fait, quand on a l'espace aussi pour apprendre aux enfants, qui est un des vecteurs importants mm, de transmission du vélo, et donc voilà, avoir un espace où on peut partir de chez soi et être en sécurité pour apprendre à faire du vélo sans devoir prendre la voiture pour aller dans un espace qui le permet, bah, c'est aussi adapté et ça permettra de favoriser le développement du vélo du quotidien. oui. On a encore des élus qui pensent que c'est pas possible d'utiliser son vélo au quotidien, je vous rassure. Juste une petite dernière question, au-delà des vélos classiques, on a une question sur alors si vous avez réfléchi au développement probable des véhicules intermédiaires et Oui, notamment aux problèmes de sécurisation sur les routes départementales.
Oui, alors c'est totalement une question. Du coup, effectivement, on est en train de rédiger notre plan de mobilité simplifié. Donc c'est une question qu'on a rajoutée dans ce plan de mobilité simplifié. On a une association à côté qui développe le Vélio, qui souhaite mettre ça en place. Donc on sait bien que ça arrive prochainement chez nous. Et puis on voit dans l'association Vélodou aussi qu'ils sont assez moteurs et assez partants autour des véhicules intermédiaires. Et donc du coup, c'est totalement une question qu'on a ouverte. On n'a pas encore les réponses. Mais en tout cas, on l'a ouverte et voilà, on sait que pareil, la communauté de communes du Val-de-Morteau serait assez preneuse pour pouvoir tester des nouvelles mobilités. Donc voilà, tout ça, c'est en cours de questionnement. Très bien, je te remercie. On a fait le tour des questions dans l'onglet dédié. Super, Il est 12h20. parfait. Eh bien, parfait. Si vous n'avez rien à rajouter, je vais pouvoir conclure ou je vous laisse, voilà, si vous avez une petite phrase de conclusion, n'hésitez pas. Et puis sinon, je reprends la main. Hop, je te laisse reprendre la main. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour vos présentations respectives.